Salut Najat. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Najat, tu es ancienne ministre de l'Éducation nationale. Je le précise parce que c'est pas la seule chose que tu as fait dans ta vie, mais je le précise parce que si je t'ai invité, c'est parce que tu viens de publier avec le sociologue François Dubet un livre au Seuil, à la République des idées, avec le sociologue François Dubet. Ça s'appelle Le ghetto scolaire pour en finir avec le séparatisme. C'est un plaidoyer pour la mixité en milieu scolaire. Alors d'abord, j'ai une question toute simple mais qui me taraude. C'est pourquoi il y a besoin de mixité scolaire. C'est-à-dire, on pourrait imaginer que mettre les catégories populaires. Enfin, pourquoi est-ce que imaginer que les catégories populaires soient dans les mêmes établissements scolaires crée nécessairement derrière des inégalités sociales? Est-ce à dire que les enfants issus des milieux populaires sont plus mauvais que les enfants issus de milieux favorisés? La réponse est simple, c'est que en fait, quand tu es dans un processus d'apprentissage, quand tu es élève, tu apprends à la fois par la qualité des enseignants que tu as en face de toi, et tu apprends aussi par tes pairs, PAIRS, les gens qui t'entourent et qui t'ouvrent des horizons d'une certaine façon. Et donc le fait d'être concentré dans des établissements qui connaissent énormément de difficultés sociales, qui sont un petit peu ignorés des pouvoirs publics parce que c'est les établissements de banlieue qu'on oublie facilement, qu'on oublie d'entretenir, dont on oublie de remplacer les professeurs absents parce qu'il n'y a pas le lobbying suffisant pour le faire, etc. Eh bien, te dessert comme élève, te dessert parce que tu te retrouves finalement à apprendre dans de plus mauvaises conditions, et te dessert parce que tu n'es entouré que de gens qui ont les mêmes difficultés sociales que toi, et donc du coup, tu finis par intérioriser des horizons bouchés, puisque tu n'as pas autour de toi d'exemples d'élèves dont les parents font des métiers qui pourraient être potentiellement source d'appétence pour toi. Et donc c'est ça qui aujourd'hui est un vrai problème, c'est qu'en fait ce qu'on appelle dans ce livre le ghetto scolaire et la ségrégation scolaire, c'est le fait que 10% des établissements scolaires de France, et des collèges en particulier, concentrent 60% des élèves à difficulté sociale. Ça veut dire qu'ils sont bel et bien entre eux pour énormément d'entre eux. Et à l'autre bout de l'échelle, tu as cet entre-soi qui s'est créé, cet entre-soi du haut, qui est aussi une forme de ghetto, dans lequel, notamment avec les établissements privés, on va concentrer les populations les plus riches. Et donc, pour ces élèves-là aussi, d'une certaine façon, il y a un problème à être ainsi concentré dans des bulles. C'est le fait de ne pas se familiariser avec les autres, de ne pas grandir ensemble et donc de ne pas savoir ce que sont les classes populaires. Or, les élèves dont on parle, dans cette bourgeoisie en entre-soi, ce sont des élèves qui finissent par exercer des responsabilités en entreprise, dans la vie politique, etc. et qui finalement s'adressent aux classes populaires sans savoir de quoi elles parlent. Et c'est ce qu'on retrouve dans les discours qui disent il suffit de traverser la rue pour trouver un job, ou alors on a déversé des milliards dans les banlieues sans que ça fasse rien, etc. C'est des discours totalement déconnectés qui provoquent énormément de ressentiment chez les classes populaires parce qu'elles sentent bien cette déconnexion, et la plupart, enfin un certain nombre de ces classes populaires finissent aussi par voter avec les pieds, par nourrir une défiance énorme envers les institutions, envers le politique, envers la démocratie. Donc finalement, tout est problématique dans cette situation. Le sort des élèves, la tension démocratique que ça crée, l'absence de cohésion nationale d'un pays. Alors, tu utilises deux mots dans le titre et dans le sous-titre de ton livre, sur lequel tu reviens bien sûr dans l'ouvrage. C'est le mot de ghetto et le mot de séparatisme, qui ne veulent pas dire exactement la même chose, à mon sens. Le mot de ghetto définit plutôt une réalité. Alors il est très dur, il est très fort, et d'ailleurs tu expliques pourquoi, vous expliquez avec François Dubet pourquoi est-ce que vous l'utilisez. Il explique une réalité territoriale en fait de séparation entre différentes catégories sociales. Le mot de séparatisme, il démontre un peu plus une question de choix, il y a un objectif politique en fait derrière le séparatisme. Il y a des envies en fait de se séparer du reste de la population.
et c'est d'ailleurs ce qu'il y a de très intéressant, c'est que tu dis il y a des stratégies en fait qui sont mises en place, notamment par les parents, pour créer ce séparatisme social. La question c'est, d'une part, est-ce que ces parents en fait qui ont ce type de stratégie, est-ce que tu les rends coupables de ce séparatisme, et deuxièmement, comment est-ce qu'on lutte contre ça? Parce que vous dites dans le livre, hein, il est naturel de vouloir que ces enfants réussissent le mieux possible, donc aillent dans les établissements scolaires les plus favorisés, etc. Enfin, alors, on met un point d'honneur dans le livre à ne pas jeter l'opprobre sur les parents, parce que le tiraillement qu'on connaît bien entre être un bon citoyen ou être un bon parent, eh bien, il est tout à fait compréhensible. Et d'une certaine façon, c'est le système qui dysfonctionne qui crée ce tiraillement-là. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le système, c'est les politiques publiques qui devraient ne pas finalement emprisonner les parents dans ce choix qui n'en est pas un entre être un bon citoyen et être un bon parent. Le système dysfonctionne lorsqu'il laisse s'installer des établissements scolaires repoussoirs. Il est normal alors que le parent ait envie de les fuir. Le système dysfonctionne lorsqu'il laisse s'installer des classes ou des établissements dans lesquels, pour certains professeurs, il est tellement plus facile d'enseigner et d'autres, il est tellement plus difficile. Alors, du coup, tu te retrouves, y compris avec des professeurs qui te disent « Oui, mais moi, ça me rassure, ça me rend la chose plus confortable d'avoir des classes de bons élèves, des établissements de bons élèves, parce que c'est quand même plus simple à gérer. » Donc, en fait, le système doit cesser de dysfonctionner. Et la seule façon dont il cessera de dysfonctionner, c'est précisément si partout, on mélange les élèves, pour ne plus créer des établissements de bons élèves et des établissements de mauvais élèves. Donc, en fait, si tu veux, ce livre, il part d'une expérience extrêmement pratique. Ça suffit de s'enfermer dans la théorie, dans les discours de valeurs, etc. On sait comment rétablir de la mixité sociale. On l'a fait à partir de 2015, et c'est ce qu'on raconte. On a mené des expérimentations qui jouaient sur des leviers complètement inédits et qui ont fait leurs preuves, qui ont été évaluées scientifiquement. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment une question de volontarisme politique. Donc, en gros, toi, ce que tu dis, c'est que effectivement, tu parles de ces expérimentations en 2015 que tu as mises en place en tant que ministre. Tu dis les ministres qui m'ont succédé de l'Éducation nationale, les gouvernements auraient dû poursuivre mon action, ceux qui ne l'ont pas fait. Absolument. Moi, je me souviens très bien de ce moment où je quitte le ministère en 2017 et que mon successeur s'appelle Jean-Michel Blanquer. On a tous vu la vidéo avec ta tête. Voilà, une fois complètement dépitée. J'ai cet entretien très classique entre un ministre sortant et un nouveau ministre arrivant dans mon bureau, et dans lequel je lui remets le dossier ministre, c'est comme ça que ça s'appelle, et j'insiste sur les dossiers qui me paraissent particulièrement cruciaux, et j'insiste sur celui de la mixité sociale en lui racontant les expérimentations et en lui disant qu'il faut les suivre comme le lait sur le feu, parce que comme c'est des expérimentations locales, eh bien les élus locaux ont besoin quand même du soutien du ministère de l'Éducation pour les poursuivre, et puis surtout pour en créer d'autres ailleurs, sur d'autres territoires. Et en fait, j'ai observé ça après mon départ. La vérité, c'est que l'impulsion s'est complètement arrêtée depuis le ministère. Il n'a plus jamais été question, ni dans les discours, ni dans les politiques, de remettre de la mixité sociale entre les établissements. Et donc, du coup, les choses se sont un peu affaissées. Il y a eu des territoires dans lesquels les élus locaux étaient suffisamment forts pour poursuivre. Et c'est ça qu'on est en capacité d'évaluer aujourd'hui, les résultats très positifs. Mais il y a beaucoup de collectivités qui auraient voulu se lancer à leur tour, qui ont été freinées, parce que sans le soutien du ministère, sans un discours fort sur ces sujets-là, c'est l'apathie qui reprend ses droits, c'est les familles et leurs inquiétudes qui reprennent leurs droits. Et donc, voilà, ça c'est mon grand regret, c'est qu'on a loupé le coche. C'est-à-dire que tu considères que les ministres de l'Éducation nationale successifs d'Emmanuel Macron ont participé à ce séparatisme scolaire que tu dénonces avec François Dubé dans ton livre? Oui, je le crains. Je t'en donnerai un simple exemple. Lorsque Jean-Michel Blanquer instaure la scolarisation obligatoire à l'âge de 3 ans dans la loi, laquelle scolarité
à partir de l'âge de 3 ans était dans les faits déjà le cas, hein, puisque 97% des enfants étaient en maternelle à ce moment-là, eh bien c'est une mesure qui a essentiellement servi le privé, puisque en le gravant dans le marbre de la loi, eh bien cela a imposé aux collectivités locales de venir financer du privé qui s'ouvrait sur les classes de maternelle, là où jusqu'à présent il n'y avait pas cette obligation-là. Et donc c'est des millions et des millions d'euros qui ont été mis à disposition du privé en plus de ce qui était déjà dégagé pour cet enseignement-là. Et je ne sais pas si tu as vu cette étude de Julien Grenet qui démontre comment ces dernières années, l'enseignement privé, en fait, n'a cessé de s'embourgeoiser. C'est-à-dire que là où il y a quelques décennies, il pouvait apparaître comme complémentaire du public, où on pouvait y retrouver parfois une certaine mixité, des classes moyennes, etc. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, le privé est essentiellement synonyme d'embourgeoisement. Il a pris 5 points d'indice de positionnement social depuis ces dernières années. Et je pense en effet que, à la fois par les politiques conduites par le gouvernement et par les discours tenus par les différents ministres, s'est installée cette idée qu'au fond, c'est plus sécure de mettre ses enfants, quand on en a les moyens, dans le privé que dans le public. Mais est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça ne recoupe pas un peu une réalité? Que c'est plus sécure? Ouais. En fait, tout dépend vraiment de ce qu'on entend par réussite scolaire. En fait, qu'est-ce qu'on cherche à offrir à ses enfants? Est-ce que c'est simplement une réussite académique qui est de l'ordre du bachotage, du fait de se fondre dans un moule et d'avoir les notes qui vont avec? Ou est-ce que la réussite d'un enfant, c'est son épanouissement, c'est sa capacité à trouver sa place dans la société, c'est sa capacité à coopérer avec les autres, à se familiariser avec les autres? Dans des établissements qui manquent cruellement de cette mixité dont on parle, eh bien les élèves, d'une certaine façon, seront moins compétents. Et c'est l'une des choses qui apparaît dans les évaluations scientifiques qui ont été réalisées, des expérimentations dont je te parle, c'est que dans les cohortes d'élèves qu'on a mieux mélangées à partir de 2015, eh bien non seulement les résultats académiques sont meilleurs, le climat scolaire est meilleur, mais aussi les compétences psychosociales, c'est-à-dire l'estime de soi, la façon de se percevoir dans la société, de voir les autres, la confiance dans les institutions, la capacité de coopération ou de solidarité. Tout ça est amélioré pour les bons élèves comme pour les moins bons, pour les élèves de milieu aisé comme pour les élèves défavorisés. Donc en fait, si on entend par réussite l'ensemble de ces compétences-là, j'ai envie de te dire, dans le système actuel tel qu'il dysfonctionne, on lèse les enfants, même les plus aisés. Alors aujourd'hui, tu n'es pas sans savoir que la gauche n'est pas au pouvoir, et donc le discours que tu portes avec François Dubé, qui est un discours de gauche sur les questions scolaires, n'est pas mis en place. Est-ce qu'il existe une possibilité de résister justement? Tu as beaucoup parlé de la parole de l'exécutif, la parole du président, la parole du ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, on entend ce qu'ils disent sur ces questions-là. On entend ce que dit Gabriel Attal, le Premier ministre, on entend ce qu'a dit Blanquer, etc., et les autres qui lui ont succédé sur les questions d'éducation. Ça va pas tellement dans le sens que tu racontes. Du coup, est-ce qu'il existe des espaces, en fait, pour résister à ça chez les professeurs, chez les parents d'élèves, dans les collectivités, ou est-ce qu'on est condamné à attendre que la gauche reprenne le pouvoir? L'objet de ce livre, c'est aussi justement d'envoyer un signal pour que tous les acteurs de bonne volonté sur cette question-là cessent de se sentir seuls et voilà, et de leur dire qu'il y a un autre récit possible, il y a un autre projet possible, qui, comme tu le dis, n'a pas besoin d'attendre le retour de la gauche au gouvernement pour être mis en place à l'échelle des collectivités locales. Moi, ce livre m'amène à vraiment faire le tour de France dans de nombreuses collectivités locales qui sont demandeuses justement d'y voir plus clair sur comment agir pour faire plus de mixité sociale. Et puis, c'est aussi une façon de s'adresser aux parents en leur racontant finalement ce qu'ils sous-estiment complètement quand ce sont des parents plutôt aisés, c'est-à-dire ce que leurs enfants perdent dans ce mécanisme de ségrégation. Et puis aussi en racontant aux parents les plus défavorisés combien leurs enfants aussi perdent et combien il faut se mobiliser. Et je trouve qu'il y a des choses très intéressantes qui se sont produites ces dernières années qui vont dans le bon sens, tu vois, même dans un contexte, comme tu dis, difficile.
Par exemple, les parents des quartiers populaires se mobilisent de plus en plus. Ils attaquent en justice le fait que des enseignants n'aient pas été remplacés. Des journalistes ont saisi la justice aussi pour que les indices de positionnement social des établissements scolaires soient connus et transparents. Le ministère a refusé de les leur donner, mais la justice a imposé au ministère de le faire. Donc j'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de lumière mise sur le scandale qu'est cette inégalité structurelle, et il y a beaucoup plus de mobilisation des acteurs. Donc en fait, ce livre, il sert aussi à leur dire, vous avez raison, continuez. C'est aussi comme ça qu'on gagne une bataille culturelle, parce que finalement, il ne suffit pas d'être au gouvernement, d'avoir les manettes ou de pouvoir signer des décrets ou des lois. Il faut aussi qu'il y ait une bataille culturelle qui s'emporte. Quand tu écoutes la gauche politique parler des questions d'éducation, qu'est-ce que tu te dis? Et surtout, qu'est-ce que tu te dis en rapport avec ce que raconte la droite politique et l'extrême droite politique, qui eux sont très actifs en fait sur les questions d'éducation. Alors ils veulent tout changer, enfin ils veulent mettre plus d'autorité à l'école, qui veut changer tous les programmes parce que genre il faut parler plus du roman national, etc. Ça je parle plutôt pour l'extrême droite, mais d'ailleurs aussi maintenant un peu pour l'exécutif. Et c'est vrai que quand je compare ça, quand je compare en fait l'implication de l'exécutif, de la droite et de l'extrême droite sur les questions d'éducation avec ce que raconte la gauche, et la gauche dit des choses, hein. Il y a des gens qui sont très impliqués, je pense notamment à des députés, des sénateurs et des sénatrices sur les questions d'éducation, mais c'est vrai que c'est moins mis au cœur du projet de la gauche que ça ne l'est pour la droite. Est-ce que tu partages ce sentiment? Tu trouves que genre on est à la hauteur collectivement sur ce sujet, ou est-ce qu'on pourrait mettre un peu plus les bouchées doubles et en faire un peu plus un sujet de première importance? Je pense que sur l'éducation, comme sur un certain nombre d'autres sujets, soyons honnêtes, il y a eu un moment où on a perdu des batailles culturelles en fait à gauche, et il y a eu une espèce de moment où les élus de gauche ont semblé sonnés par l'ampleur de cette défaite. Et ça, c'est quand en 2017, en gros, finalement le débat se fait entre la droite, l'extrême droite et la Macronie, qui est en réalité une forme de droite. On a le sentiment qu'on est devenu totalement inaudible. J'ose espérer que c'est une période qui est en train de se refermer, et on entend beaucoup plus la gauche. Tu as remarqué qu'au Sénat, comme à l'Assemblée nationale, par exemple, ont été déposées des propositions de loi portant sur la mixité sociale. Tu as remarqué que du côté des professeurs, il y a eu une vraie levée de bouclier contre les classes de niveau voulues par Gabriel Attal. Tu as remarqué que sur des décisions absurdes du gouvernement, comme par exemple le fait dans les dernières rectifications budgétaires de vouloir ne pas payer les heures supplémentaires des professeurs, etc., ça crée énormément d'émotions. Donc moi j'ai l'impression que la capacité de mobilisation revient et qu'elle s'appuie y compris sur des choses qui apparaissent d'évidence aux yeux de tout le monde, ce qui n'était pas le cas en 2017. Par exemple, en 2017, si tu te souviens bien, quand Emmanuel Macron commence son premier mandat, l'idée de créer Parcoursup, finalement, il y a plein de gens qui te disaient « mais oui, ça peut être bien », etc. Aujourd'hui, je pense que rares sont les gens qui croient vraiment que c'était une bonne idée. Toutes les familles sont sous pression, tension maximale à cause de cette histoire. Tous les élèves en subissent les effets extrêmement négatifs. Les lycéens sont pressurés dès leur classe de seconde parce qu'ils sentent bien que c'est leur avenir qui se joue, parce qu'on est rentré dans un système ultra compétitif avec ce Parcoursup qui, une fois de plus, fait la part belle aux familles les plus bourgeoises qui ont les moyens de se payer des coachs et de se faire rédiger les lettres de motivation qui vont bien, ou d'avoir les activités extrascolaires qui vont bien pour les valoriser. Donc en fait, si tu veux, moi j'ai vraiment le sentiment que depuis quelques années, on sort de la torpeur qui avait suivi directement 2017 pour prendre conscience qu'au fond, quasiment toutes les décisions en matière d'éducation qui ont été prises par ce gouvernement ont été des mauvaises décisions. Voilà, et donc c'est le moment en effet pour la gauche de revenir avec un programme alternatif et d'innover aussi, de ne pas hésiter à innover. J'ai une dernière question, Najat, c'est concernant le corps des professeurs.
Tu dis dans le livre, et ça rejoint ce que m'avait dit une fois l'historienne de l'éducation Laurence Decoq, qui me disait les profs aujourd'hui ils sont tiraillés entre deux choses. C'est d'une part ils ont envie que ça change pour avoir des conditions de travail meilleures, pour permettre à l'école d'être véritablement le lieu de l'émancipation collective, etc., etc. Et en même temps ils sont là genre ah non on va pas encore changer tous les programmes, ah non on va pas encore tout foutre par terre comme c'est foutu par terre à peu près tous les 3 ans à l'arrivée d'un nouveau ministre ou parce que quelqu'un Emmanuel Macron, Gabriel Attal ou je ne sais qui a une nouvelle idée sur l'oreiller et donc ils mettent tout par terre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de contradiction en fait entre la volonté de changement et l'absence de, enfin la volonté que quand même on puisse continuer, qu'il y ait une continuité en fait dans la façon dont notamment les professeurs travaillent. Comment est-ce que, tu le dis aussi un peu dans ton livre, comment est-ce que tu n'es plus vraiment une femme politique aujourd'hui, tu vois, mais tu l'as été, tu le seras peut-être encore plus tard, dans l'avenir, mais comment est-ce qu'en tant que femme politique, on résout en fait ce problème-là, ce paradoxe-là? D'abord, on essaie d'écouter et de comprendre ce qui se joue dans les salles de classe et dans la psychologie des professeurs. Et c'est vrai que les réformes trop nombreuses, c'est insupportable. Je pense qu'il y a un mal-être enseignant qui est lié aussi à ça. Évidemment, d'abord aux rémunérations trop basses, mais aussi à des réformes incessantes. Et surtout à cette façon, parce que la réforme n'est pas mauvaise en soi, des fois il y a besoin de réforme, mais cette façon de faire du passé table rase à chaque fois, c'est-à-dire de tout recommencer à zéro. Alors que je pense que l'éducation, c'est vraiment la politique publique par excellence qui doit fonctionner par sédimentation, c'est-à-dire par ajout d'une couche sur l'autre pour solidifier un édifice. Moi, ce que j'en tire comme conclusion, que je pratiquais déjà quand j'étais ministre, je dois le dire, c'est que quand on arrive dans un ministère, plutôt que de vouloir absolument tout changer tout de suite, peut-être prendre le temps d'évaluer même des choses qui ont été menées par des prédécesseurs et qui on n'était pas d'accord. Quand je suis arrivée, les syndicats enseignants me demandaient avec insistance de réformer le lycée, puisque Luc Chatel avait mené une réforme du lycée à son époque. Eh bien, j'ai souhaité qu'on procède d'abord à l'évaluation de cette réforme avant de remettre l'ouvrage sur le métier. Et c'est quelque chose qui est finalement assez rare, alors que c'est la seule façon dont les politiques publiques peuvent s'améliorer. Un exemple en matière d'éducation, notre politique publique de lutte contre le harcèlement scolaire s'est plutôt améliorée clairement ces dernières années. Quand tu regardes la façon dont ça s'est fait, en fait, moi, quand je suis arrivée, j'ai repris ce que mon prédécesseur avait fait, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de choses intéressantes, j'y ai rajouté ma touche, et etc., etc. Mon successeur, je pense, l'a fait aussi. Et en fait, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des personnels mieux formés, une mobilisation plus importante contre le harcèlement, etc. Alors que c'est vrai que sur d'autres sujets, et notamment les questions pédagogiques, tout le monde est persuadé de tenir la bonne solution, la façon dont les professeurs devraient procéder, etc. Généralement, en ne les écoutant pas beaucoup. Donc, moi, clairement, je pense que ce qu'il nous faudrait pour l'avenir, ce serait, par exemple, mettre en place une espèce de convention citoyenne sur le sujet de l'éducation pour partager un diagnostic commun. Parce qu'en fait, ce que tu viens de décrire, c'est aussi des responsables politiques qui partent dans tous les sens, chacun avec sa marotte, avec son obsession, qui l'autorité, qui la tenue scolaire, qui la laïcité, qui... Mais en fait, si on pouvait à un moment donné se poser et se dire, pour de vrai, quels sont les véritables enjeux, les vrais problèmes, les vrais risques que court notre éducation d'aujourd'hui. Si plutôt que de commenter rapidement le rapport PISA, on prenait le temps de le lire, parce que c'est quand même fascinant, le rapport PISA, le dernier, quand tu le lis, tu te rends compte que on se dit mal classé, etc. C'est vrai, en moyenne on est mal classé, mais en fait très vite, en regardant les détails, on se rend compte que ça dépend de quels élèves on parle. Pour les mieux lotis socialement,
on a un niveau moyen qui est équivalent à celui de la Finlande ou du Japon, de la Corée, donc les meilleurs élèves de la classe. Pour les moins bien lotis socialement, on a un niveau en France qui est équivalent à celui du Cambodge ou du Kazakhstan, donc tout en bas de l'échelle. Donc en fait, le vrai problème de la France, c'est vraiment cette dispersion, c'est cet éventail beaucoup trop large entre les plus défavorisés, les plus favorisés. Et donc en fait, l'enjeu numéro 1, ça doit être de rétablir de l'égalité, de l'équité, de la mixité dans l'éducation. Si on pouvait partager ce diagnostic-là, eh bien, on se rendrait compte qu'à partir de ce fil rouge, on résoudrait par ailleurs plein d'autres problèmes, y compris les problèmes de tenue, de laïcité, etc. Parce que finalement, les élèves, quand ils se sentent comme ça stigmatisés parce qu'ils sont tout en bas de l'échelle sociale, ils ont tendance à mettre en avant les stigmates de leurs différences. Et puis en plus, on parle d'un âge, celui de l'adolescence, qui recherche la provocation à tout prix, de toute façon. Donc, on résoudrait beaucoup de problèmes si on s'attaquait à celui des inégalités. Si on pouvait partager ce diagnostic commun et après construire par sédimentation les politiques adaptées. L'ouvrage est sur le métier, comme tu l'as dit. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Merci Najat. Merci à vous.